Dans un monde où la technologie façonne l'avenir, le secteur numérique s'ouvre peu à peu à l'inclusion avec des initiatives telles que Hand Digital, une école préparatoire au métier du numérique qui accueille prioritairement des personnes en situation de handicap. Partons pour un voyage inspirant, un milieu où les compétences des personnes autistes sont non seulement reconnues, mais activement cultivées et valorisées. Jérôme Écochard, formateur autisme, nous ouvre les portes de cet univers riche et complexe. Car pour beaucoup, l'autisme est encore enveloppé de mystères, d'idées reçues qui masquent la réalité d'une intelligence atypique, d'une sensibilité profonde et d'une capacité de concentration hors du commun. À travers les parcours de Marion, Laetitia, Romain ou Aurélien, des fragments de vie se dessinent, témoignant de la réalité souvent tue des défis quotidiens auxquels sont confrontées les personnes autistes. Leur histoire, marquée par l'émotion et la sincérité, raconte des luttes intimes, des batailles pour l'acceptation et une quête commune d'intégration dans un monde qui ne leur est pas toujours bienveillant. Enfin, Fabrice Autissier nous partage son combat quotidien pour une société plus inclusive où chaque esprit trouve sa place, où chaque talent s'épanouit. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à ces confidences, car elles sont le reflet d'une réalité méconnue, une source d'inspiration et un appel à l'action pour une société plus inclusive. Qu'est-ce que l'autisme? Alors déjà, la définition a changé au cours du temps. On ne parle plus de syndrome d'Asperger maintenant. Un handicap déjà, pas une maladie mentale. Un déficit, un trouble, enfin un déficit dans la communication. Une des caractéristiques des personnes autistes, c'est vraiment d'être focalisé très longtemps sur quelque chose qui va les passionner. Et c'est souvent des choses, des intérêts qui ne sont pas très communs par rapport aux autres enfants. Autre caractéristique qui est utilisée maintenant dans le diagnostic, ce sont les difficultés sensorielles, les troubles sensoriels. Ce n'est pas un trouble sur tel ou tel sens. Ça va se manifester par exemple par une hypersensibilité au bruit. Et en même temps, chez les mêmes personnes, une hypersensibilité dans certains cas, une hyposensibilité dans un autre cas. Typiquement, dans la société en général, on avait une première idée de l'autiste comme étant quelqu'un qui communique pas du tout, qui parle pas, qui va se balancer. Ça correspond à ce qui peut exister en effet un autisme très profond, très sévère. Et puis petit à petit, donc, les connaissances de l'autisme se sont améliorées et les gens se sont fait des images à partir souvent de films, par exemple, comme Rain Man. Rain Man a déjà permis aux gens de comprendre et d'intégrer que les autistes pouvaient parler, que les autistes pouvaient avoir des performances intellectuelles, même avec des déficits. Dans les années 80, je disais, grâce à Lorna Wing, c'est ce qu'on a appelé le syndrome d'Asperger. C'est-à-dire, on a pris conscience qu'il y avait un autisme de haut niveau. Quand je dis de haut niveau, ça veut dire un autisme sans déficit intellectuel. Parce qu'en fait, la représentation de l'autisme qu'on a en général quand on n'est pas touché de près, c'est ce que la télé, les médias nous donnent à voir, hein, c'est-à-dire des autistes enfin, on est toujours dans les extrêmes en fait. Donc soit les autistes non-verbaux qui se tapent la tête contre les murs, qui hurlent toute la journée, soit les autistes de très haut niveau mais complètement inadaptés sociaux. Et mon fils, il ne correspondait pas à ces deux catégories, donc je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait d'autres formes d'autisme en fait. On a du mal à imaginer qu'il puisse être autiste tant qu'on ne le côtoie pas au quotidien. Donc Aurélien, il ne supportait pas le bruit, il ne supportait pas l'agitation autour de lui, il n'avait pas beaucoup de copains, il se faisait harceler. Puis quand on est parent et que rien ne se passe comme il faudrait, on finit par ne plus voir que les côtés négatifs de son enfant. Et parfois, mes enfants me demandaient « Maman, qu'est-ce que tu me trouves comme qualité ?» Alors Antoine, je lui en trouvais plein. Et Aurélien, je n'arrivais pas à lui en trouver. Et je finissais même, il est arrivé un moment où je n'arrivais plus à l'aimer, tellement c'était difficile. Et puis au collège, il a même subi de la maltraitance de la part de certains enseignants qui ne le comprenaient pas, qui pensaient qu'Aurélien faisait exprès, alors que non. Ce qui fait aussi que les critères diagnostiques ayant changé, il y a beaucoup plus de gens qui sont maintenant diagnostiqués autistes. Alors déjà, il y a un support biologique quand même qui a été objectivé.
dans le fait qu'on peut voir en effet des différences dans l'architecture du cerveau. Donc cerveau un petit peu différent, ça donne des façons de penser un peu différentes. La théorie de l'esprit. Théorie de l'esprit, c'est le fait de se faire une théorie de ce que l'autre a dans la tête. Et les autistes sont un déficit à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se faire de représentation spontanée et puis pas penser à dire des choses parce que moi je pense quelque chose, donc je pense que tout le monde le sait. Donc pourquoi est-ce que je poserais une question? L'autre modèle, c'est ce qu'on appelle la cohérence centrale. C'est le fait de se faire une image globale très rapidement et très automatiquement de ce qu'on voit. Alors, je prends un exemple, on entre dans une salle de classe comme ça, même si je ne connais pas la salle de classe, je me rends compte tout de suite que c'est une salle de classe. Et les autistes vont fonctionner beaucoup plus par le détail, c'est-à-dire avoir besoin de regarder tel et tel détail. Je parle beaucoup de déficit là, et en même temps, je pense qu'il y a aussi des forces. Alors les forces, ça va être une certaine façon de gérer sa mémoire. Je ne cache pas que ça aide beaucoup aux études, pour les études. En fait, il faut surtout assister aux cours et voilà, et on retient. Après, ce type de mémoire, c'est quelque chose qui en fait est une force. Force à l'école et une force après dans le cadre du travail. Je fais ce qui me passionne et je me sens bien, quoi, parce que j'apprends plein de trucs et on s'apprend très très vite. Un attachement énorme aux routines et aux règles. Le côté positif, c'est justement, et dans le cadre d'un travail, c'est justement d'être très respectueux en fait, des consignes et des règles. Le fait de bien aimer aussi le travail routinier. Donc un travail qui peut paraître fastidieux pour certains, pour beaucoup d'autistes, paraît en fait assez simple. On a souvent une parole sans filtre. Et ça veut dire aussi, et donc difficulté à mentir. Alors, côté négatif, ça entraîne une certaine naïveté qui, à l'école, mène souvent les enfants autistes à l'école à être harcelés parce qu'on ne comprend pas les situations sociales dans lesquelles on est. Ma scolarité, j'en ai pas forcément un très bon souvenir. J'avais beaucoup de mal à suivre, alors que aujourd'hui, je sais que j'étais capable de faire 10 fois plus, en fait. Le lycée, bizarrement, ça a été plus compliqué et plus simple, mais plus compliqué dans les interactions sociales. Du coup, moi, j'ai commencé par des études dans le médical. Au niveau de ça parlait derrière mon dos, moquerie, des trucs comme ça. En gros, vu que je participais, que je me débrouillais bien, ils me traitaient de Miss parfaite, que j'arrivais à tout faire, etc. Alors qu'en fait, c'est juste que je bossais énormément et que j'apprenais tout plus ou moins par cœur. Au collège, c'est vrai que j'étais pas mal seul, mais c'est vrai que généralement j'étais un peu tout seul. Après, j'en sortais avec les autres, mais c'est vrai qu'avec les autres, j'étais un peu en déphasage. Donc, je parlais des forces dans l'entreprise. Le niveau de finition des tâches, parce que les autistes sont souvent aussi assez perfectionnistes. Trop, souvent, donc il faut plutôt savoir les freiner. L'amour des règles, des routines et tout ça, souvent des gens très ponctuels. Pour pallier aux difficultés des personnes autistes, c'est d'anticiper un maximum tout ce qui peut correspondre à un imprévu. On dit souvent qu'il y a des imprévus, il faut se débrouiller pour que les imprévus soient prévus. Et donc le diagnostic d'ailleurs chez les personnes adultes, alors sans déficit intellectuel ou avec anciennement syndrome d'Asperger, rend le diagnostic très difficile et rend l'acceptation et le fait de comprendre finalement on a une forme de handicap très difficile. Mon diagnostic, je l'ai eu tard. Donc à 30 ans, j'ai été pré-diagnostiquée. J'ai eu mon diagnostic, on va dire, officiel à 34 ans. Donc ça fait pas si longtemps que ça, finalement. En fait, je me suis fait diagnostiquer parce que mon fils est autiste. Alors moi, j'ai toujours vu que j'étais en décalage par rapport aux autres. Mais je savais pas trop, je savais même pas du tout d'où ça venait, en fait. On me disait que j'étais trop timide, que j'étais sociophobe, que voilà, on m'a donné un petit peu tout plein d'étiquettes. Alors, on s'est posé la question, nous on se posait déjà un peu la question parce qu'on avait vu, c'était mon mari qui avait vu vraiment des similitudes avec notre fils. On était différents, mais en même temps, c'était ces comportements un peu, on va dire, hors normes, je les avais aussi. Moi, je me reconnaissais pas du tout, parce que j'ai cherché sur Internet, je me reconnaissais pas du tout dans les symptômes, les caractéristiques, mais tous les symptômes, c'était masculin. Et il y en a un paquet qui sont différents quand c'est au féminin. Et c'est pour ça que je me reconnaissais pas du tout, en fait. C'était vraiment bizarre, ça a été très difficile.
parce que j'ai remis vraiment toute ma vie en question, ma scolarité que j'ai abandonnée alors que j'aurais pu continuer. Je faisais vraiment beaucoup de crises d'angoisse. Aujourd'hui, je sais pourquoi. À l'époque, je ne savais pas. Bien comprendre le fonctionnement de la personne autiste, c'est vraiment le plus important avant les outils. C'était un peu compliqué, mes années collège-lycée. Ouais. Voilà. Notamment du fait que je n'étais pas du tout adapté au système scolaire de base. Alors Aurélien, le parcours d'Aurélien était assez compliqué parce qu'il n'y avait rien de flagrant, donc jamais on a pensé à l'autisme. On avait fait aussi un diagnostic de haut potentiel intellectuel quand il avait 8 ans. Donc en fait, on mettait un peu tout sur le compte du HPI au départ. Je trouvais quand même que ça ne suffisait pas à comprendre le fonctionnement d'Aurélien, tous ces diagnostics qu'on avait pu faire. Et un jour, il y a une amie qui m'a dit « Mais tu sais, ton fils, pour moi, il est autiste parce que je connais bien l'autisme, j'ai un fils qui est autiste et il me fait tellement penser au mien que tu devrais te poser la question. » Comprendre comment fonctionne la personne autiste pour comprendre quels outils et quels aménagements on peut faire pour l'aider à s'intégrer. Niveau confiance en moi, c'est vrai que c'était pas ça. Je pense que c'est toujours pas ça. Mais là, aujourd'hui, ouais, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et je suis arrivée en me disant, ils se sont trompés, ils devaient pas me prendre, ils se sont trompés, j'ai pas ma place ici. Et là, je me dis, j'ai ma place ici et je vais réussir. Je me pose toujours plein de questions, je sais pas faire autrement. Oui, à l'époque, en fait, je subissais. Aujourd'hui, je subis plus. C'est la grande différence. Donc, si j'avais un conseil à donner pour les personnes dans notre situation, c'est qu'il faut pas abandonner. C'est qu'il faut continuer à se battre. Et là, c'est moi qui ai envie de pleurer. C'est difficile. En fait, on m'a répété, quand j'étais petite, que j'étais stupide, que j'arriverais à rien, que je comprenais rien. Et je sais que c'est vrai, parce que je comprenais rien. Donc je me disais, bah c'est vrai, je dois être stupide. Et j'y ai cru. Et en fait, pas du tout. Je suis super intelligente. Mais j'ai construit ma vie là-dessus et j'ai abandonné mes études. Et je suis même partie dans une direction qui me plaisait pas. En fait, dans laquelle j'étais douée, mais qui me plaisait pas. En me disant que de toute façon, je ne pourrais pas arriver à faire ce que je voulais parce que j'étais stupide et que j'y arrivais pas, et que j'arrivais même pas à aller à la boulangerie et acheter une baguette de pain. Donc je me suis dit, ben, ouais, ils ont raison en fait. Et là aujourd'hui, je me dis, ben non, en fait, je peux y arriver. Par exemple, un truc tout bête, je me suis mise à apprendre le violon. Parce que j'adore cet instrument depuis toujours, mais j'étais trop stupide pour l'apprendre. Et plus j'ai vieilli, plus on m'a dit, mais adulte, ce sera impossible, c'est un des instruments le plus difficile, tu n'y arriveras pas. Et quand j'ai eu mon diagnostic, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allée voir une prof pour apprendre le violon. Et le premier cours qu'elle m'a donné, elle m'a dit, t'en as déjà fait? Je lui ai dit non, jamais. Elle me dit, bah t'es très douée. J'ai vraiment ma vision de moi-même qui change, la vision des choses qui change. Et là, j'y crois vraiment que ça peut fonctionner dans une entreprise. Là, je suis en train de reprendre confiance. Et là où il y a quelques mois encore en arrière ou quelques années, je me disais, j'en suis pas capable. Là, je me dis, bah si, en fait, j'en suis capable. Pourquoi j'en serais pas capable? Je suis en train de me battre et de me dire, c'est là, ben, il faut que je reprenne le contrôle de ma vie. Eh ben, le positif, c'est que les personnes autistes de haut niveau, enfin, sans déficit intellectuel, n'ont pas à être écartées, par exemple, du monde du travail ou de la société. Parce que ce que je pense souvent, c'est pourquoi il y a aussi autant de personnes autistes dans le monde. C'est à peu près un peu plus d'une personne sur 100. Parce que vraisemblablement, c'est un handicap, encore une fois entre guillemets, qui donne des avantages. Ces avantages, ils sont utiles à tout le reste de la société. Il y a beaucoup de choses qui m'ont amené à créer en digital. Il y a à la fois mon parcours universitaire, j'ai une formation de sociologue, ce qui m'a amené à faire beaucoup d'études au niveau des sciences humaines, et puis d'être un peu plus sur comment se développe une société, comment sont perçus les individus dans la société, et j'ai toujours été un petit peu à l'encontre de certaines, comment on va dire ça,
de certains modes de pensée où on voulait que l'individu n'était pas très maître de ses choix et qu'on était plutôt en lien avec son statut social. C'est toujours des choses, moi, que j'ai essayé de combattre de mon côté. Moi, je crois à la force de l'individu, à sa diversité, au choix individuel de la personne, et non pas aux stigmates que la société veut amener, et aux stéréotypes que la société veut amener. Donc déjà, je pense qu'il y a eu cette formation personnelle. Après, il y a eu mon choix professionnel et mon parcours professionnel où j'ai travaillé, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'accompagnement, la formation, le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et je me suis aperçu qu'on était sur des publics qui étaient complètement mis en marge de la société. Et puis, par conviction, je trouvais ça plutôt injuste. Pourquoi eux? Et pourquoi le fait d'être en situation de handicap nous amène à être différents et être vus différemment par la société? Chez Endigital, en fait, déjà, on est tous autistes. Là, ce qui se passe avec Endigital, c'est que c'est vraiment adapté à nous. On est en petit groupe, on n'est que 10. Tout est mis en place pour qu'on se sente bien, pour qu'on soit bien. Me retrouver au milieu d'autres personnes qui ont les mêmes spécificités, ça fait du bien. Alors les méthodes qu'on utilise en digital, elles sont diverses et variées, mais elles sont surtout dans la prise en compte des besoins spécifiques des personnes. Voilà. Ensuite, on a mis en place un tableau qui s'appelle la météo du jour. Donc c'est un tableau que remplissent tous les matins les élèves sur un petit peu leur état d'esprit en arrivant. Est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils se sentent pas bien? Et voilà, on est sur 3 smileys. Un smiley vert qui rigole, un smiley un peu neutre, et un smiley où on est dans le rouge, où c'est compliqué. Et on essaye de voir un petit peu, effectivement, dans quel état d'esprit va arriver l'apprenant le matin, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place pour effectivement ne pas le surcharger, ne pas le sursolliciter, si effectivement, dès le matin, il est dans le rouge, et pour qu'on arrive effectivement à lui amener les apports pédagogiques et théoriques souhaités ou pratiques souhaitées pendant la journée, sans que ça le mette en difficulté. Et si on est dans le rouge, on sait que, voilà, on n'est pas bien, pour X raisons. Quand c'était ça dans mes autres entreprises, la réaction des gens autour, c'était « Qu'est-ce qui va pas? Tu veux parler? Ça va? Viens, je te prends dans les bras !» La réaction ici, c'est « T'es pas bien, je te laisse tranquille. » Et ça change tout, en fait. Ça avance vraiment à notre rythme. Si on a des difficultés, on peut poser des questions. On travaille un petit peu en autonomie. Et c'est vrai que, avec mon expérience que j'ai eue sur mes autres études, c'est des cours magistraux. Et en fait, j'arrivais plus à suivre. Il n'y aurait pas eu en digital, je sais pas du tout ce que j'aurais fait comme formation pour avoir après un métier intéressant. En fait. Comme je suis donc à la base directeur d'une agence web, que je travaille sur tout ce qui est solutions web, nouvelles technologies, je me suis dit, tiens, si on allait justement permettre à la filière du numérique qui recherche des candidats à tout va, c'est aujourd'hui la filière qui se développe le plus au niveau, on va dire, des offres d'emploi en France aujourd'hui, si on essayait de trouver une solution entre un besoin dans une filière de compétences, des publics en face qui sont mis de côté d'un point de vue de l'emploi, on essaie de trouver une solution, une offre alternative qui pourrait permettre la rencontre entre entre une filière, entre des publics, pour arriver à répondre aux besoins de chacun. J'ai intégré l'école en septembre 2019. Alors, on avait une bonne promotion, donc c'était sympa, ça s'est bien passé avec tout le monde. On avait très peu de cours magistraux en fait, mais surtout de la pratique. Ici on est à Yves-Montbonneau. C'est une société qui fait des logiciels d'accessibilité pour les sourds et malentendants. Mon premier jour ici, j'avais le tract un peu. Je suis arrivé à la porte dans un monde que je connaissais pas du tout, le monde de l'entreprise. J'ai réussi à trouver ma place. On a des facilités en tant qu'autiste pour beaucoup, en fait, avec le raisonnement, la logique, etc. Donc clairement, on va dire, je vis une vie quasiment normale. En tout cas, d'un point de vue, pour quelqu'un d'externe, j'ai une vie quasiment normale. Pour moi, je sais que toujours à s'adapter, manager en fait sa fatigue, c'est un peu central, mais
Ça a été une chance en fait qu'on m'a donnée. Après, j'ai su la transformer cette chance. Clairement, sans formation, je sais pas où est-ce que je serais maintenant, mais ce serait, à mon avis, pas très glorieux. Dans le monde du travail, avoir des personnes autistes, ça leur donne une force. Et cette force-là, en fait, elle ne peut qu'être utile à l'ensemble de la société. Donc la particularité dans le digital, c'est au-delà d'être une simple école préparatoire au métier du numérique, on va aussi vers les entreprises et on va sensibiliser, accompagner et un peu démystifier le handicap d'une manière générale et plus particulièrement l'autisme et le mode de pensée autistique. Ce qui nous amène donc du coup à rencontrer des entreprises, à leur présenter nos différents projets et profils de candidats, donc projets de formation et profils de candidats. Et à partir de là, on voit si effectivement il y a cette sensibilité, cette volonté d'aller un petit peu recruter différemment, recruter autrement que les profils qu'aujourd'hui, eux, ont l'habitude d'aller chercher. Ça s'est bien passé, c'était du coup chez Muneo. L'équipe était informée, de toute façon on travaille dans le milieu de handicap, il n'y a pas de jugement là-dessus, enfin, les gens sont au courant et voilà, ils sont bienveillants. Je ne saurais pas dire si l'amélioration elle vient de ça ou elle vient du fait que je vieillis, mais je pense que ça joue, le fait d'être dans un environnement comme ça, c'est sûr que ça apporte beaucoup, quoi. En termes de confiance en soi, voilà, j'ai des responsabilités, on attend des choses de moi et j'arrive à fournir ce qui est attendu. Donc, du coup, on a moins la boule au ventre d'y aller. Ça se passe, j'ai super envie d'y aller le matin parce que ça se passe super bien avec les camarades. C'est ça, il n'y a pas de jugement aussi. Chacun a ses différences, mais du coup, on s'adapte, on se moque pas. On est tous au même niveau. Notre esprit créatif qui entre un petit peu en jeu. Des fois, on fait des pauses et puis on discute ensemble et ça renforce encore les liens. Faut pas abandonner. Parce que des fois, ça peut être difficile de se dire... on peut dire, là, j'ai pas réussi, et là non plus, et là non plus. Et du coup, on peut avoir envie d'abandonner. Et du coup, c'est vrai que faut toujours garder dans un coin de sa tête, ça, c'est mon projet. Et ça, j'ai envie de le faire et je vais me battre pour le faire, quoi. C'est un peu dur la question. Alors le fait de retourner en classe avec des gens de tout âge, au départ ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit est-ce qu'on va s'entendre, est-ce que ça va bien passer? Et en fait il n'y a pas du tout de problème. Au niveau autonomie, pour moi un des critères importants c'est que le jeune soit reconnu pour ce qu'il est, pour ses compétences. Et quand il y a une estime de soi qui grandit, l'autonomie grandit avec. Et le fait que mon regard change sur lui, je pense que ça l'a autorisé aussi à se regarder autrement. Quand je le vois, je me dis mais quel bonheur, quoi. Parce qu'Aurélien, même s'il a encore des difficultés, sans digital, je ne sais pas où on en sera aujourd'hui, vraiment. Entreprendre, c'est agir. Et vers quoi j'ai envie d'agir? J'ai envie d'agir contre l'inégalité sociale par rapport à l'emploi. Donc la pérennité, la vision dans Digital à 5-10 ans, je vous dirais dans une vision entrepreneuriale, je vous dirais j'espère qu'on va grandir et qu'on va se multiplier un petit peu partout en France et même en dehors de nos frontières. Mais je vais aller à contrario de cette idée-là. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est effectivement l'inclusion, on va dire sociale, professionnelle de tous les publics, quelle que soit, on va dire, leur origine, quel que soit leur genre ou non-genre, quelle que soit leur situation de handicap ou pas. Et donc, si j'ai un souhait, c'est qu'on Digital aujourd'hui n'existe plus à 10 ans, parce que justement, il n'y aurait plus besoin de ces classes préparatoires, de ces offres alternatives pour permettre l'inclusion, et que l'inclusion se fera tout naturellement dans la société future et moderne qui sera la nôtre dans 10 ans.